Est-ce qu'il y a une deuxième question? Parce que la première est toujours compliquée. Vous allez mettre à disposition le CETIM Vietnam Lyon. Vous allez mettre à disposition des outils. Est-ce que vous allez aussi lancer peut-être des actions collectives, des aides à l'accompagnement d'entreprises dans la démarche? Alors, à l'échelle de l'ADEME, je ne peux pas donner de visibilité. Les aides, on connaît les budgets d'État actuellement, c'est pas ce qui se développe, pour être très transparente. Donc, j'ai pas de visibilité sur ça. À l'échelle nationale, c'est pas la feuille de route l'an prochain. À l'échelle des directions régionales, et j'ai 2 collègues qui sont là, ça peut être dans les feuilles de route, mais on peut pas prendre d'engagement maintenant sur des aides financières. Par contre, sur des accompagnements à l'usage, c'est ce que je disais, s'il y a besoin d'un coup de main à un moment, et qu'on voit qu'il y a plusieurs demandes sur un coup de main sur ça, on pourra réfléchir à un format qui nous permettrait de faire entre guillemets, du SAV sur l'aide à l'utilisation des outils. Question, vous avez parlé du coup surtout des aspects, je peux comprendre les aspects positifs qui ont été retirés par les entreprises en études de cas. Est-ce qu'il y a des aspects plus coinçants, les freins, toutes les choses qui pourraient freiner la mise en place? Et aussi éventuellement, est-ce que vous auriez aimé aller plus loin sur certaines choses et que actuellement c'est trop compliqué? Bonne question. Juste avant, est-ce que c'est mieux le son au fond? Génial, ok. Donc dans l'ensemble, oui, positif. Après, il y a pas mal d'entreprises où ça fait beaucoup d'informations à avoir, aussi bien au niveau démarche que outils, et où je pense qu'il y a un peu un enjeu de priorisation. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'accompagnement, ou en tout cas de sensibilisation, que ce soit en interne ou via des acteurs externes, à comprendre quelles priorités, comment, qu'est-ce qui est le plus important, etc. Parce qu'on a beau dire oui, ça dépend des priorités de l'entreprise, etc. et de la culture en interne, il y a quand même certaines choses sur lesquelles il faut prendre action plus vite. Après, en termes de frein, un frein, donc je l'ai un peu évoqué, mais le côté animation collective et justement avoir cette démarche collaborative en interne, quand c'est pas dans la culture d'entreprise initialement, ça peut être vu comme quelque chose d'assez bloquant. Il y a aussi la question du temps et des ressources disponibles, où c'est des choses qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, beaucoup d'acculturation et de sensibilisation. Donc il y a aussi l'enjeu de pouvoir se saisir de ça. Moi, c'est les points que j'ai en tête, mais je vois que ma collègue lève la main, qui avait mené les études de cas. Je vais lui passer le micro. Je vais aussi pour avoir mené une partie de ces études de cas. Ce qui était intéressant, c'est que la plupart des points bloquants, ils n'étaient pas spécifiques à la question des low-tech. C'était plutôt avoir la bonne personne pour la prise de décision, notamment comme interlocuteur. Notamment sur la partie outils, les équipes de conception étaient hyper motrices sur le sujet-là, mais c'était pas toujours elles qui avait la prise de décision en termes de interaction avec les clients, comment on va vendre cet outil demain, est-ce que je peux prendre la décision, moi, de changer la chaîne de production. Et ça, pour moi, qui ne sont pas tant des sujets liés à la démarche low-tech qu'on retrouve en stratégie bas carbone, qu'on retrouve dans d'autres démarches d'évolution, avoir le bon interlocuteur qui permet de déclencher la prise de décision. Et c'était presque plus simple sur la partie démarche parce qu'on a été ciblé ces interlocuteurs-là plus spécifiquement, alors que sur la partie outils, on a été voir des personnes en conception. Et donc les idées étaient géniales, mais à la fin, avec cette idée, le passage à l'action pouvait être un petit peu compliqué. Donc les enjeux de gouvernance, de mettre autour de la table les bonnes personnes, ne sont pas propres à la low-tech. En tout cas, en termes de freins, c'est peut-être ce qu'on a rencontré de plus prégnant. J'ai une question par rapport à ce qui va être publié. Vous avez parlé d'une revue de littérature que j'imagine critique, et puis après le choix des différents outils, le choix des différents critères. Est-ce que ça va être publié, un peu la mécanique d'analyse ou pas? Ouais, dans le rapport, il y a toute une partie qui détaille la revue bibliographique. Et donc ça fera partie des livrables. Tu as un exemple de produit qui est passé dans ta grille d'analyse, ouais, avec une belle évolution du nombre oui. Alors, comment dire, juste par rapport à ça, on n'a pas eu d'évolution dans le sens où c'était comparé à un scénario de référence à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'on pourrait prendre un produit en version 1, un produit en version 2 et voir en termes de progression si on s'approche d'une cible. Ou en tout cas, si ça évolue dans le bon sens. Et ça peut évoluer dans le bon sens sur, par exemple, utile, mais se dégrader sur accessible. Enfin, on peut avoir des transferts d'impact un peu d'une même manière. Ah oui. On a eu plusieurs études de cas. Donc, on a eu 6 études de cas en interne où on a repris les projets qui avaient été évolués dans le volet 1.
Et après, du coup, on a eu 3 études de cas différentes, donc une dans l'immobilier, une dans la manutention et une dans les jouets pour enfants. Et les jouets pour enfants, on a eu ce cas-là avec le avant-après sur 2 versions. C'est pas les résultats qui sont montrés ici, mais il y avait eu une amélioration. En effet, on avait vu du progrès sur les résultats. C'est pas ceux qui sont là, mais ça faisait partie des études de cas. Oui. Alors, alors, comme l'a dit Lorraine, alors moi j'étais pas présente pendant les études de cas, j'étais là au moment de la conception, mais les gens qu'on avait en face au moment des études de cas, c'était principalement de la conception. Donc on n'a pas eu vraiment ce dialogue-là, à ce que je sache. Donc voilà, confirmé, on n'a pas eu ce dialogue-là. Après, j'imagine que oui, ça a dû être un sujet. Après, le produit qu'on avait étudié, pour le coup, il était en vente. Donc ça a dû dépasser ces barrières-là avant commercialisation. Pour la présentation, Guillaume Busato de RTE. Je demandais dans quelle mesure vous verriez l'intégration des dimensions autres que vous avez présentées, à savoir rentabilité, comme c'est des entreprises, et robustesse, forme résilience aussi, pour élargir encore le spectre, dans la suite des outils que vous avez développés. Je peux m'exprimer pour le volet 2 en tout cas. La mécanique de construction de l'outil qu'on a eu, elle est en soi réplicable à n'importe quel critère. Donc si jamais dans des itérations futures, il y a volonté d'ajouter des volets, c'est quelque chose qui, méthodologiquement est tout à fait possible. On s'est posé la question des éléments, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la revue de littérature et les prises de position, par exemple le caractère transformateur, ou alors le fait de s'insérer dans un ensemble et un projet de société plus low-tech, plus frugal, plus résilient. C'est des choses qu'on a beaucoup croisées. Comme nous, on s'est beaucoup posé la question à l'échelle d'une solution. C'est des choses qu'on a jugées trop complexes à intégrer parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à mettre. Donc on l'a écarté pour le moment, mais on s'est posé la question et on s'est dit qu'à l'échelle produit, c'était pas la priorité pour le moment. En tout cas, c'était un peu trop complexe pour le moment. Vous diriez qu'avec cet outil, on peut se prémunir à terme de ce que le marketing peut faire en termes de bullshit sur la low-tech, justement parce que on le sait bien, aujourd'hui la low-tech ébullitionne et à un moment donné, les grands industriels vont vouloir s'en emparer pour faire du profit et c'est là où le marketing en général intervient. Est-ce que cet outil justement n'est pas une forme d'interface qui permet d'être le garant ou en tout cas de poser un premier verrou pour assurer une vraie démarche sincère, ou est-ce qu'il y aura encore des choses à faire derrière? Alors je vais répondre en 2 temps. Il y a déjà des grosses entreprises qui sont saisies des sujets low-tech. Voilà, on en a. Il y a 1 ou 2 boîtes qui vendent avec le mot low-tech, Ouais. mais c'est rare, c'est pas un mot qui est vendeur aujourd'hui. Après, les gens qui vont concevoir des solutions ou des produits à l'aide de ces outils, je ne sais pas si c'est une barrière vraiment au bullshit et au greenwashing, mais en tout cas, ça aide à pas aller dans ces travers-là, parce qu'il y aura eu tout un questionnement collaboratif et toute une réflexion pour aller au bon endroit. Cet outil, il n'a pas vocation à créer des barrières, à créer un label ou à mettre des sanctions. Il est vraiment là pour amener de la réflexion et amener du partage et de la collaboration au sein des entreprises dans une volonté et une politique d'être plus vertueux. Donc je pense que ça peut cadrer d'une certaine manière, mais ça ne met pas de barrière non plus. Là-dessus, et je le rappelle parce que c'est un point très important, surtout sur ce qu'on voit à l'écran ici, c'est très conditionné par le choix de référence, et ça, encore une fois, c'est des choses qui sont à la main de la personne qui s'évalue. Donc c'est des résultats qui sont toujours très situés, qui ont leurs limites, qui ont leur part de biais, etc. Donc je pense qu'on a essayé de faire quelque chose qui était le plus complet possible, le plus holistique. Après, si des gens veulent mal l'utiliser et l'utiliser à des mauvaises fins, ils y réussiront toujours. Cyril Delagiona, c'est Tim. Je m'interroge par rapport à ce qui a été présenté sur le... On parle de produit low-tech, mais on ne réinterroge pas le besoin. En fait. Quand on fabrique un produit, on fabrique un produit pour répondre à un besoin donné. Et on les a dans les questions. Enfin, si, c'est le premier périmètre. C'était le premier périmètre. Mais quand on regarde ces éléments-là, on se dit que si on conçoit proprement le produit, finalement, on devrait mettre on devrait avoir des produits qui soient high-tech. En fait, on a mis les bonnes technos, on a mis ce qu'il fallait au bon endroit et sans en mettre plus.
Je vais faire une réponse très bateau. Si tout le monde faisait bien, on serait pas là aujourd'hui. Voilà. Cet outil, il est là pour accompagner les gens qui veulent mieux faire et qui veulent progresser par rapport à l'existant. On sait que l'existant n'est pas idéal, sinon on serait pas 100 dans l'amphi aujourd'hui. Donc, je sais, enfin, j'ai pas plus de messages à apporter que ça. L'idée, c'est vraiment toujours de ce questionnement, pas de côté, et aller plus loin. Voilà, c'est vraiment dans cet état-là, dans cet esprit-là qu'on a construit les méthodologies. Mais évidemment, le besoin, c'est le premier critère. Et il est là dans les périmètres, c'est le périmètre 1. Et dans les critères, voilà, l'utilité intègre le questionnement du besoin. Donc, c'est des choses qu'on a pris en compte. Session éco, 2 mini-questions. La première, c'est dans les résultats du diagnostic, il y a 4 camemberts. Le quatrième, c'est organisation utile, accessible, durable, je vois très bien. Organisationnel, à quoi ça correspond? Et ma deuxième question, c'est, vous avez beaucoup pensé cet outil pour évaluer des produits ou des services de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour des ONG, des universités, d'autres types de services? Pas d'entreprise. Donc moi, je vais répondre à la première. Sur organisationnel, là, en l'occurrence, les résultats qu'on voit, c'est une entreprise qui avait décidé de ne pas s'évaluer sur ce point-là. Donc nous, on a toujours bien... C'est quelque chose qui vient en complémentarité. Le cœur de l'outil est vraiment sur les 3 premiers volets. Organisationnel, on a voulu intégrer des choses comme le modèle d'affaires, le modèle d'actionnariat, la gouvernance, le partage des savoirs. L'open source est par exemple adressé dans l'organisationnel. La question de la division du travail en interne, de la culture d'entreprise, les liens avec les salariés, la montée en compétences, la maîtrise des outils de production, les choix d'outils de production, tout ça rentre dans l'organisationnel. Il y a pas mal de choses. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, mais si jamais vous voulez en discuter, avec plaisir. Deuxième question de est-ce que des ONG peuvent l'utiliser? La réponse est oui. On a conçu cet outil parce qu'on sentait qu'il y avait un manque dans les entreprises, un manque de méthodologie d'accompagnement et d'outils. Et dans une entreprise, les dirigeants, ils ont besoin d'avoir un camembert pour dire j'y vais pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été conçu. Après, sur les collectivités, aujourd'hui, il y a déjà énormément d'accompagnement qui existe et je sais que le Low Tech Lab, on fait partie des gens qui accompagnent. Cet outil ne vient pas uniquement pour les entreprises, il peut être transversalisé à tout type d'usage parce que tout est pensé en relativité. Voilà, donc oui, ça peut être utilisé par n'importe qui. Ça vient en complémentarité des autres outils qui sont existants. Juste une question par rapport au référentiel ou à la référence. Est-ce que ça a été envisagé côté de l'ADEME de proposer en fait des éléments de référence? Parce que je trouve ça assez dangereux de laisser la référence. Si je tire la corde, si on compare une centrale au charbon, une centrale au gaz, on pourrait avoir de façon relative tous les indicateurs qui sont au vert. Et comme ça a été évoqué côté marketing, on est très visuel. On verrait low-tech, vert, donc ma solution est low-tech. Et donc ces raccourcis-là peuvent être dangereux si on n'a pas une référence, sachant que sur des sujets comme la CV, par exemple dans le bâtiment, il y a eu des fiches qui ont été faites en disant voici une fiche de référence, à vous industriels de démontrer que vous êtes meilleur ou sinon vous serez plus pénalisé. Et là, il y a un peu cet effet-là de dire si je choisis moi-même ma référence, on peut être tenté de choisir une référence qui est très mauvaise pour montrer qu'on est très bon relativement. Comme tout outil en relativité, on peut lui faire dire n'importe quoi, entre guillemets. Si on veut biaiser le truc, on peut le biaiser. Il y a, dans le guide utilisateur, il y a une grosse partie d'explication de comment bien choisir son scénario de référence pour que les résultats soient le plus juste possible et du coup le plus pertinent possible. Après, on ne pourra pas empêcher quelqu'un de comparer une fusée à un vélo. Enfin, l'outil, il est fait comme ça aussi. Cet outil, il n'amène pas, nous, côté ADEME, on n'a pas vocation à dire ce qui est le mieux. On a vocation à accompagner au changement. C'est ça notre volonté, notre métier. Donc, l'accompagnement au changement, c'est faire évoluer, c'est amener des pratiques. C'est pas forcément dire ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, s'il y a des fiches de référence qui existent, les gens peuvent se baser sur ces fiches de référence par secteur. Mais on n'ira aujourd'hui pas plus loin dans qu'est-ce qui est bien en point de départ. L'utilisation, est-ce que cet outil il a déjà été testé par d'autres personnes que les écoles et l'ADEME, les industriels par exemple? Est-ce que vous avez des retours? Comment est-ce que Il y a toutes les études de cas dont on a parlé. Elles ont été justement par eux ou vous avez collecté la donnée et vous l'avez fait vous-même? Oui, il y a eu de l'accompagnement sur certaines études de cas en fonction des études. Il n'a pas été testé autre que dans le cadre de l'étude, de la réalisation de l'étude. Mais j'ai hâte de le publier, d'avoir les premiers retours. C'est vrai que je
l'ai précisé pour le volet 3, mais pour le volet 2, la manière dont on a fait, on est arrivé avec l'outil, le guide utilisateur, on a mis ça dans les mains de l'entreprise et on leur dit maintenant, débrouillez-vous, vous pouvez nous poser des questions si vous voulez, mais on n'a pas du tout, enfin, c'est les utilisateurs qui ont utilisé l'outil. Ça nous a aussi permis de voir là où est-ce qu'ils trébuchaient, là où il y avait des difficultés, on a amélioré grâce à ça, mais on leur a pas posé les questions et rempli nous-mêmes. Donc d'une certaine manière, ça a été pris en main quand même un petit peu. Et on est dispo toute la journée s'il y a d'autres questions. Désolé.